crying. They sad. Farmers land is crying. Crying. Farmers land is crying, crying, crying. Wow. Njëkkoon dundu bi daa neexoon. Jur yeeg garab yi feesoon. Suuf si dex àll bi naatoon. Air bi ñu noyyi bari oxygène naaj bi tam suufay njëkk suuf la ñuy mujj suufay sax ci suuf la ñuy dëkk suufay tax nduur gi di baax gàncax gi meññ suñu dundu naat. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous présentons votre magazine La Clé des Terroirs, la bonne gouvernance des ressources naturelles. Voilà le sujet du mois et de ce 8e numéro de votre magazine. Changement climatique, l'urgence de s'adapter ou de disparaître et les stratégies de gestion du risque pour le secteur primaire et la sécurité alimentaire. Voilà le menu de votre Mag Vert. Nous nous arrêterons sur le plan d'action des agropasteurs de Diender dans les Niayes et un dossier sera consacré à l'engagement de la société civile sénégalaise aux côtés des populations vulnérables pour trouver les voies et moyens de faire face aux caprices de la nature. Appelé aussi réchauffement global ou planétaire, le changement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère depuis une soixantaine d'années. Découverte de la problématique du changement climatique. Changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps. Réchauffement ou refroidissement. Certaines formes de pollution de l'air résultant d'activités humaines menace de modifier sensiblement le climat dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants, élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, cyclones, déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d'eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, etc., etc. Pour ce qui concerne le Sénégal, il faut savoir que plusieurs régions, comme celle de Fatick, dépendent d'une économie locale qui s'appuie essentiellement sur les ressources naturelles, agriculture, pêche, élevage et tourisme. Durant ces dernières années, la baisse de la pluviométrie a entraîné une diminution de la production agricole et du cheptel. Cette chute des précipitations a contribué à freiner l'activité économique des éleveurs et des agriculteurs qui représentent plus de 70% de la population nationale. Par ailleurs, la zone côtière de notre pays est confrontée aux effets de l'urbanisation allant de la pollution au prélèvement de sable marin. Avec la hausse de la température mondiale, les côtes sont également affectées par l'élévation du niveau de la mer. Ainsi, on observe une migration des espèces marines loin des côtes sénégalaises et conséquemment un ralentissement de la filière halieutique. Au niveau sanitaire, le risque de recrudescence des maladies hydriques telles que le choléra et parasitaires dont le paludisme est accru en raison notamment des inondations plus fréquentes. On observe également des risques plus élevés d'infections respiratoires aiguës ainsi que la méningite. Mais au-delà du Sénégal, il faut constater que tous les pays du monde sont témoins des graves répercussions du changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter et ont plus que doublé depuis 1990. Qui plus est, le réchauffement mondial provoque des modifications durables de notre système climatique qui font peser une menace aux conséquences irréversibles si nous n'agissons pas tout de suite. Les Niayes du Sénégal, l'une des zones d'intervention de Endapronat. Ici, de par ses activités, la Fédération des agropasteurs de Diender contribue à réduire la vulnérabilité des populations exposées aux risques environnementaux et la FAPD renforce aussi les capacités de ces mêmes populations dans le but de relever le défi du développement durable. Je vous propose de suivre M. Moustapha Diop, membre de la Fédération des agropasteurs de Diender. Tan mi bu jëkkoon ba 1968 tan mi dafa amoon ndox mu bari fees del nga xam ne booba ay gaal dañu doon daw ci tan mi jamono yi itam ay jën amoon na fi jën yi ñuy wax ay colère ak ay waas ay picc itam dañu fi doon ñëw ay gëlënd moom la ñuy tuddee flama amoon na ay soon ñu koy wax pélican amoon na ay yu ñuy wax ay solu mooy cormoran
amoon na ay bécassine mais ci joor gi itam amoon na ay rab comme ay phacochère amoon na ay till rabi àll yu xaw a mag yooyu daal amoon nañu ci àll bi 1970 daal dëgg moom gis nañu ni ci la àll bi tàmbalee woowe moom loolu nag bàyyiwul ba ginnaaw bi fii yëpp wow koŋ muy tan mi fi mu ne tan mi bu nooree rek même biir nawet sax oto yi dañuy mën a daw ci biir tan bi kon loolu noonu ñàkk taw gi daal lañ ko teg. at mu njëkk ma defe naa ay 2011 yooyu ci la ñu essayé ci wet gële ba ñu essayé itam dañoo indi ay garabi neb-neb indi garabi filao indi garabi ñaawle même selaan yooyu ñu waxoon sax indi nañu ko léegi ñu jëmbat lu yem ba ñu jëmbatee lu yem ci at moomu nag bi ñu demee ba cooroon gis nañu daal neb-neb bi mooy prosopis bi moom rek moo fa des te mu ngi doon commencé di màgg. Face à l'ampleur du défi à relever, il faut des partenaires à ces producteurs de Diender. Au sein de la FAPD, la mission passe d'abord par des jeux d'alliance. Le coordonnateur, M. Ibrahima Gueye, revient sur les missions de la FAPD et des alliances au niveau national pour porter le plaidoyer. La FAPD, c'est la Fédération des agropasteurs de Diender, qui a été créée en 1994, qui a eu un cheminement composé de diverses étapes. La première étape, c'est sous l'accompagnement de ENDA-PRONAT pour la préservation de l'environnement. La seconde étape, c'est son autonomisation par rapport à diverses activités pour la promotion de l'agroécologie dans la zone des Niayes principalement. La stratégie consiste à encadrer, à sensibiliser les populations, à faire des éveils de conscience. Parce qu'en réalité, pour tous ces fléaux-là, on voit la main de l'habitant. Et que donc, il faudrait qu'ils soient donc conscients des différentes menaces qui pèsent sur leur zone et qui, à terme, vont nuire à l'agriculture saine et durable. C'est la vente des terres, c'est l'utilisation des pesticides, c'est tout ce qui est nuisible à l'agroécologie par des systèmes de culture qui ne sont pas adaptés. Et pour ça, la FAPD est accompagnée par des consultants spécialisés dans la lutte contre la dégradation des sols. Par exemple, nous avons depuis 1982 initié des reboisements au niveau de la bande salée, au niveau du lac Tanma. Et nous faisons régulièrement aussi des pépinières pour pousser les producteurs membres de la FAPD à reboiser au niveau de leur périmètre agricole. Vous savez, la FAPD est membre fondateur de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Et d'ailleurs, le président actuel est le secrétaire général de la FAPD. Et que nos producteurs s'inscrivent dans une dynamique qui vont à terme produire le label Bio Sénégal dans le cadre du système participatif de garantie. Donc nous travaillons dans le cadre de cette organisation nationale, mais nous travaillons aussi pour les autres thématiques dans le cadre du CRAFS avec l'accompagnement de ENDA-PRONAT. Nous faisons du lobbying et de la sensibilisation par rapport à l'État. En Afrique, surtout en milieu rural, les femmes sont les piliers des foyers. Inlassablement, ce sont elles qui se mettent au chevet de la famille. Comment ils comptent s'adapter aux aléas climatiques? Réponse de Mme Tinendoy, présidente du Réseau national des femmes rurales du Sénégal. Nous, les femmes rurales, avant même que le réseau est né, on était en train de faire des garanties pour cela. Cela veut dire qu'on était dans le reboisement. On avait des projets qui s'appelaient le projet CTL. Au niveau du côté de la mer, on était en train de reboiser. C'était le rôle de la femme qui faisait ses pépinières. Après les pépinières, faisaient le reboisement et allaient avec leurs enfants arroser ces arbres avant la saison des pluies pour que ces arbres puissent garantir leur côté au niveau de la mer. C'est pour éviter les coupes de bois morts. Il y a des femmes qui se sont organisées, qui sont des groupements. Avant de couper le bois mort,
On fait des pépinières pour remplacer ces bois morts. On lutte aussi pour la déforestation contre les charretiers qui vont dans le littoral pour couper les bois et les vendre. On lutte aussi pour ceux qui aillent auprès de la mer pour utiliser le sable marin. On a même fait au niveau de notre commune des taxes. Si on te trouve là-bas, tu es obligé de faire des amendes. Donc on lutte très bien avec l'agroécologique pour lutter contre l'érosion. Le dossier du mois est consacré à l'agroécologie, comme approche de l'association Endapronat et de ses partenaires pour mener le combat de la préservation des sols pour les générations actuelles et futures. Les temps forts des journées agroécologie édition 2018 et de ses déclarations phares. Je vous propose de suivre M. Moussa Mbaye, secrétaire exécutif du réseau Enda Tiers-Monde. Enda Tiers-Monde, c'est 45 ans. C'est d'abord ce qu'on en retient, c'est l'accompagnement des plus démunis, des plus vulnérables, pour qu'elles prennent place dans la société. Et d'abord le caractère innovateur d'Enda Tiers-Monde. Environnement et développement, en 72, personne ne parlait de développement durable et c'était le sens en fait de cette organisation qui posait également que, comme le disait de façon très belle Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Donc il faut forcément trouver sa propre voie de développement. Et donc ces 45 ans d'Enda Tiers-Monde, c'est 45 ans de construction d'alternatives auprès des plus démunis, avec des actions concrètes, mais aussi une recherche, action, formation qui permet à chacun dans la société de pouvoir réfléchir à se positionner et à prendre sa place. Donc c'est cette organisation qui fête ses 45 ans avec cette journée de l'agroécologie. Le Sénégal peut être le moteur de transition d'une agriculture saine et durable en Afrique de l'Ouest. Ce sont les propos d'Émile Frison, membre de IPES Food. Très encourageant de voir qu'ici au Sénégal, il y a une telle dynamique entre les organisations paysannes, les ONG, également le gouvernement. Le discours du ministre a démontré un appui important à cette dynamique. Et je pense que le Sénégal peut jouer un rôle moteur dans la sous-région, dans toute l'Afrique de l'Ouest, pour être un moteur de transition vers une agriculture durable basée sur l'agroécologie. Et j'aurai un rendez-vous avec le ministre plus tard dans la semaine en proposant qu'il devienne un ambassadeur de l'agroécologie dans la sous-région pour montrer toute la dynamique qui se passe ici au Sénégal et la mettre au service de la sous-région. Toujours dans ce cadre des journées de réflexion, M. Mamadou Goïta, directeur de DIRPA Mali, revient sur la différence entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire est définie comme étant la question de l'accès à de la nourriture, la disponibilité de la nourriture, disponibilité sur le plan physique, mais aussi la question de l'accessibilité sur le plan financier et sur le plan physique. Donc quand vous avez de la nourriture qui se trouve dans votre zone d'intervention et que vous arrivez à acheter, quel que soit le prix, mais vous avez les moyens de l'acheter, et que cette nourriture a suffisamment de vitamines pour pouvoir vous nourrir, on appelle ça sécurité alimentaire. Si vous prenez le concept en tant que tel, c'est extrêmement intéressant, mais il y a des non-dits derrière. La sécurité alimentaire ne pose pas la question d'où vient la nourriture que vous mangez. Tandis que nous savons tous que la nourriture, c'est la culture. Il y a des communautés qui sont habituées à un certain nombre de types d'aliments. Si vous mettez le poisson qui est bouilli dans une boîte, ce n'est pas la même chose dans certaines cultures que le poisson que l'on prend et qu'on va frire ensemble. Ce n'est pas la même chose, le poisson pané n'est pas la même chose que le poisson qu'on a frit. Donc il y a une question de culture. Donc, mais on ne pose pas la question dans le cadre de la sécurité alimentaire d'où vient la nourriture. Tandis que la souveraineté alimentaire dit que tout peuple, toute communauté a le droit de décider de ce qu'il veut manger, c'est fondamental. Mais aussi de décider comment est-ce qu'il va produire la nourriture qu'il veut manger. Mais aussi de décider avec qui il veut interagir pour assurer sa nourriture. Et qu'il y a un lien fort avec sa propre culture. C'est la nuance entre les deux. Donc l'origine de la nourriture est aussi importante que la nourriture elle-même, qui est adaptée à la culture et qui permet d'avoir une même mise sur nos ressources au lieu de donner à quelqu'un le moyen de produire. Parce que la sécurité alimentaire ne dit pas qui va faire la production. Donc il y a une entité
une minorité qui bénéficie des ressources, qui veut produire et puis nourrir le reste du monde. Tandis que nous disons aujourd'hui que chaque peuple, c'est un domaine de souveraineté nationale, la question de l'alimentation. Chaque peuple a le droit de décider ce qu'il veut manger, comment est-ce qu'il veut manger et qu'est-ce qu'il a envie vraiment de manger, avec qui il va faire les relations commerciales pour arriver à manger. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, M. Pape Abdoulaye Seck, porte le plaidoyer de ce numéro de la Clé des terroirs. Le ministre en expert et défenseur de l'agroécologie, suivons-le. Tout d'abord, je voudrais féliciter ENDA Pronat d'avoir eu cette heureuse initiative de réunir les utilisateurs afin que nous puissions discuter sur l'agroécologie. Je dois dire que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural estime que l'agroécologie mérite une importance primordiale. Pourquoi? On parle de plus en plus de la nécessité de produire plus et mieux. Produire plus et mieux doit signifier nourrir le monde sans le détruire. En ce qui concerne l'agroécologie, il y a beaucoup de préjugés portant principalement sur la relation entre agroécologie et productivité. Ici au Sénégal, nous avons lancé des projets fondés sur l'agroécologie, projets que nous avons appelés la gestion intégrée de la production et des prédateurs. Avec ces projets, on s'est rendu compte que les rendements peuvent augmenter de 35 à 40% et on réduit de façon significative l'utilisation des pesticides. C'est dire donc qu'on peut faire de l'agroécologie et avoir une bonne productivité. Enfin, il faut retenir que le productivisme a ses limites. Avoir des rendements très élevés, c'est bien, mais lorsqu'il faut utiliser les produits issus de ce productivisme pour se détruire, peut-être qu'il vaut mieux ne pas manger. Or, avec l'agroécologie, je pense qu'on peut manger des produits sains, avoir une vie active et équilibrée, tout en passant aux générations futures. C'est pourquoi nous avons prescrit à l'ensemble des chercheurs de l'ISRA de continuer à travailler sur l'agroécologie pour que nous puissions avoir des itinéraires techniques plus conformes aux trois enjeux que je viens de signaler, à savoir les enjeux socio-économiques, environnementaux et de santé publique. La production de pommes de terre au Sénégal, projetée à 150 000 tonnes en début d'année, et nos besoins nationaux sont chiffrés à 95 000 tonnes. Visiblement, la surproduction est au rendez-vous. Une abondance qui pose un autre problème, celui de l'écoulement du produit. Une commercialisation plus compliquée que prévu avec la concurrence féroce de l'agro-industrie Sen-India. Écoutons à ce sujet les craintes de M. Mohamed Diop, producteur de pommes de terre. Marché bi dafa saturé. Li tax dafa saturé mooy pomme de terre bi nga xamante ne dafa jóge bitim réew ñëw fekk si li nga xamante ne ñun moom la doon bay fii nii ci suñu réew dafa xaw a bari. Beneen bi aussi dafa am beneen projet boo xamante ne aussi mu ngi fii te kooku waxuma fukki baykat waaye boo jëlee juróom fukki baykat nekk ci zone bi lépp loo xamante ni moom la ñu bay kooku mën na ko génn moom ci benn côté muy ñi nga xamante ni moom moo nekk indien yi ñi nga xamante ni dañuy liggéey fële ci benn dëkk bu ñuy wax mbaan loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni tey moom moo ñu causé problème ba suñ pomme de terre yi mënuñu koo jaay ñu jël ko bàyyi ko nii ci àll bi ci li nga xamante ni nekkul ci situation yi nga xamante ni situation yi baax la. Au milieu de cette guerre commerciale, les précisions du directeur de l'horticulture, Dr Macoumba Diouf. Le gouvernement du Sénégal a décidé d'organiser la commercialisation des productions agricoles de manière générale et horticoles de manière particulière à travers le gel des importations pendant les périodes de disponibilité des productions nationales. Et justement, c'est ça qui a permis jusqu'à l'année dernière de régler la question de la commercialisation. Et cette année, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a pas quelque part respecté le modus operandi qui a été retenu entre les
ce que j'appelle les producteurs des zones des Niayes et leurs organisations, et certains agrobusiness dont le principal est Sénégindia, un groupe indien installé au Sénégal. Qu'est-ce qui a été retenu? C'est que, compte tenu des spécificités des écologies ou des environnements de production, l'environnement de production du groupe indien, c'est la zone de Mban, où il fait très vite, en contre-saison, où il fait très vite très chaud. Et les Niayes, vous le savez, c'est un climat de type canarien, où il fait jamais trop chaud ni trop froid pour l'essentiel de l'année. Donc on a beaucoup plus de possibilités pour les périodes de culture qui permettent de retarder le semis ou de décaler le semis de la pomme de terre dans les Niayes par rapport à la zone nord. Ce qui n'a pas été tout à fait respecté. Ce qui a fait qu'on a eu ce qu'on pourrait appeler une suroffre au début, en fin février, début mars, ce qu'on a pu éviter l'année dernière. Parce que l'année dernière, on a respecté ça, on a eu un étalement plus acceptable. 2, le groupe indien n'avait pas autant produit. Et le modus retenu cette année dernière et qui est reconduit cette année, voulait que les Niayes viennent d'abord sur le marché, termine, ensuite le groupe indien arrive sur le marché. Pourquoi? Parce que ce groupe a pu investir non seulement dans la production, mais aussi pour près de 8 à 9 milliards à investir sur une capacité installée de chambres froides de 40 000 tonnes. Et justement, pendant cette période de commercialisation de la pomme de terre des Niayes, il accepte ou il a été retenu au niveau de l'agence de régulation des marchés et du comité qu'on a créé avec cette agence et l'ensemble des acteurs. Il a été convenu que cet acteur vienne sur le marché après. Et ça avait très bien fonctionné. Mais cette année, il s'est trouvé que ce groupe a produit pratiquement 15 000 tonnes de plus par rapport à l'année dernière. Donc, et il est arrivé également légèrement en retard sur le marché par rapport également à l'année dernière. Avec le changement climatique qu'il y a eu, ils ont démarré leur semis un peu plus tard que l'année dernière. Donc, et voilà un peu ce qui a expliqué cette situation, alors qu'on peut l'éviter. Et désormais, en tout cas, si nos recommandations sont respectées, ça va être évité parce qu'on a, depuis l'acquisition des semences, jusqu'à la commercialisation, on a la possibilité d'échelonner les opérations entre les deux principales zones de production, que sont les Niayes et la zone nord. Donc c'est pourquoi je l'ai appelé un faux départ. Et vous avez vu qu'actuellement, la situation est en train de se normaliser, parce que ce partenaire, cet acteur du Nord, a fait, comme prévu, garde aujourd'hui près de 43 000 tonnes dans ses chambres froides, et les Niayes sont seuls sur le marché. Il faut dire que la multiplication au Sénégal, comme en Afrique, de pôles de croissance agricole via l'investissement de groupes agroalimentaires internationaux met en danger à terme la sécurité alimentaire. Ce sont des projets qui conduisent à promouvoir une agriculture à 2 vitesses. Une agriculture qui favorise les investisseurs nationaux et internationaux au détriment des exploitations familiales qui, pourtant, depuis toujours, ont nourri cette Afrique. Souvent lancées sur des terres agricoles à fort potentiel, ces zones destinées à attirer l'investissement privé international bénéficient de facilités réglementaires, législatives, douanières ou fiscales et du soutien des instances internationales comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Et ici, les victimes, il ne faut pas s'y tromper, ce ne sont pas les seuls paysans. L'État également y perd sur toute la ligne. C'est vrai, le paysan est souvent exclu, il perd ses revenus, mais également l'État perd son pouvoir d'investissement en accordant des avantages fiscaux importants et en finançant des infrastructures routières et des télécoms pour permettre les installations des multinationales. Des structures comme l'association Endapronat militent depuis longtemps pour des réformes foncières ou fiscales au bénéfice de l'agriculture au Sénégal. Mais nous voyons que les logiques mises en œuvre bénéficient surtout aux multinationales plus qu'à la paysannerie, via l'accaparement de terres et des déplacements de population notamment. C'est fini pour ce numéro. Merci à nos partenaires HexFR, Endapronat, Access, FAPD, Wobin et un grand merci au Centre Horticulture de Cambérène. Family is crying. Oh, family is
is crying. Ndeysaan Farmers Land is crying. Sunu dundu naat ñun ak ENDA ñoo ngi ci xeex bi suqali mbay mi sunu suuf si